Nous sommes ici devant le couvent de la Tourette qui a été réalisé à la fin des années 50 par Le Corbusier. Et le couvent de la Tourette est un des 5 sites des utopies réalisées en région lyonnaise. Avec la Cité des États-Unis de Tony Garnier, réalisée entre les années 20 et le début des années 30, la Cité des gratte-ciel de Villeurbanne conçue par Maurice Leroux, également inaugurée en partie dès 1934. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, le site Le Corbusier de Firminy-Vert, qui est au sein d'un grand ensemble. Et puis, dans les années 70, et qui correspond déjà à une forme de contestation de ce qu'est l'architecture moderne, la Cité des Étoiles de Givors, qui a été réalisée par Jean Renaudy. Alors, qu'est-ce qu'on entend par utopie réalisée? Il s'agit en fait d'une double utopie. Utopie d'abord d'un langage architectural radicalement différent de ce que l'on a pu connaître dans les décennies, dans les siècles précédents. C'est d'abord le refus des styles. Il n'y a plus de référence au passé, il n'y a plus de référence non plus au style traditionnel et à l'architecture traditionnelle. Tout cela est remplacé par des formes géométriques simples, pures, des toits terrasses, par la suppression également du décor, la suppression du toit en pente et le signe le plus fort peut-être du mouvement moderne, et ce remplacement par le toit terrasse va dans le sens de la création de cette architecture de type universel. Sinon, on va retrouver, et de ce point de vue-là, le couvent de la Tourette est une sorte de catalogue à ciel ouvert, des formes telles que le cylindre pur, le cube, le parallépipède. Et c'est cette architecture qu'on trouve déjà à la Cité des États-Unis, qu'on va retrouver à Firminy, qu'on trouve même encore, au fond, à Givors. Peut-être, de ce point de vue-là, Villeurbanne est un peu différent, puisque Villeurbanne, tout en étant une architecture du mouvement moderne, renvoie plus à un courant qu'on appelle Art déco. À Villeurbanne, restent encore des traces de décor, notamment de très beaux verres colorés dans les cages d'escalier. Il y a encore une organisation de la ville parfaitement classique, symétrique, avec les 2 rangées d'immeubles à gradins qui dictent la voie vers le bâtiment public par excellence qu'est la mairie qui ferme la perspective. De l'autre côté, en parallèle, se trouve le théâtre populaire. On a là une organisation qui est une organisation encore de la ville classique et de la ville traditionnelle. À Firminy, en revanche, il n'y a plus d'organisation de la ville traditionnelle. Les bâtiments ne sont plus disposés le long des rues. On n'a plus cette notion de rue-corridor qu'il y avait dans la ville traditionnelle, qu'on trouve encore d'une certaine façon dans la Cité des États-Unis de Tony Garnier, qu'on trouve encore à la Cité des gratte-ciel de Villeurbanne. Alors pourquoi cette architecture? Eh bien parce que ces architectes sont convaincus qu'il faut industrialiser le bâtiment et que ces formes simples leur apparaissent comme étant plus faciles à réaliser en béton, en métal, que des formes complexes avec des ornements. Et puis on se situe aussi, et c'est un point extrêmement important, après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire après le choc qui a été provoqué par les nationalismes exacerbés et l'invention d'un langage qui se veut universel, c'est-à-dire qui soit au-delà des styles, au-delà des cultures, au-delà des religions, au-delà des races également, est une des ambitions de ces architectes. Avoir un langage qui puisse être un lien commun entre les différentes nations. Et on est là dans le cadre de l'époque qui voit la création de la Société des Nations, par exemple, on est exactement dans cet esprit-là. Alors, utopie donc d'un langage architectural qui est en rupture radicale, mais qui est, et c'est là peut-être le point le plus important, qui est au service d'un projet de société. L'idée de ces architectes est que l'architecture et l'urbanisme peuvent transformer radicalement les conditions de vie de leurs contemporains. Pour bien comprendre d'ailleurs la radicalité de ces propositions, que ce soit plastique ou sociétale, il faut se remémorer ce qu'étaient les conditions d'habitat de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents au début du XXe siècle. L'état du logement en France est tel au début du XXe siècle que la France est un des pays au monde où le taux de mortalité est parmi les plus élevés. Et cela est dû d'abord à une carence en logement, carence endémique qui remonte largement au XIXe siècle. Aucun gouvernement au XIXe et au XXe siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ne prend en question vraiment ce problème de l'habitat du plus grand nombre, pour ne pas parler d'habitat social, et la question de la ville contemporaine. Et également, c'est une question d'insalubrité.
Et donc, les propositions du mouvement moderne, tant sur le plan plastique que sur le plan du projet de société, sont une réponse à ces conditions effroyables du début du XXe siècle. Alors, chaque site de ces utopies réalisées en région lyonnaise témoigne de cette aventure, témoigne de cet engagement, de ce passage de l'avant-garde à la réalité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ensemble des sites, des 5 sites, témoignent de l'évolution de cette idée. D'une utopie qui au départ est pionnière, qui est d'avant-garde avant la Seconde Guerre mondiale, avec Tony Garnier d'abord, et avec Maurice Leroux à Villeurbanne, qui ensuite va être triomphante après la Seconde Guerre mondiale, et qui va déjà être contestée dès les années 70. Et là, c'est le travail de Jean Renaudy qui nous informe sur cette contestation. Tony Garnier, d'abord à la Cité des États-Unis à Lyon, est probablement un des pionniers de l'architecture et de l'urbanisme moderne. Alors, sur le plan des formes, dans les années 20 et 30, les formes qu'invente Tony Garnier pour la cité industrielle ne sont plus déjà des formes d'avant-garde, mais elles ne sont pas pour autant des formes qui sont clairement admises par l'ensemble des architectes du XXe siècle français. Et donc, elles restent encore des œuvres remarquables de ce point de vue-là. Mais c'est surtout le progrès dans le confort, dans la qualité des logements, dans les surfaces qui sont proposées, qui sont extrêmement innovantes pour l'époque et qui contrastent fortement avec les baraques d'où viennent les gens qui vont habiter la cité des États-Unis. C'est la même chose à Villeurbanne avec Maurice Leroux. Lazare Goujon lui confie la construction d'un ensemble de logements considérable, probablement le plus grand en France à cette époque-là, dans les années 30, et en plein cœur de ville. Et là, c'est tout à fait symbolique, mettre du logement social au centre de la ville. Et autour des logements, ils installent des équipements publics de qualité, la mairie, le théâtre populaire, un dispensaire et d'autres équipements encore. Là aussi, on a avec Villeurbanne, comme avec la Cité des États-Unis, 2 œuvres exceptionnelles en qualité, mais exceptionnelles aussi en rareté dans la France de l'entre-deux-guerres. En fait, il va falloir attendre la Seconde Guerre mondiale, les destructions de la Seconde Guerre mondiale, la nécessité de reconstruire 2 millions de logements pour que l'État français prenne enfin la mesure de ces enjeux de l'habitat et de la ville contemporaine. Et le chantier de la reconstruction va être un chantier d'expérimentation pour ce qu'on va appeler après la politique des grands ensembles, qui commence en 1953 et qui s'achève vers 1973. La cité de Firminy-Vert s'inscrit dans cet ensemble, mais en appliquant de manière, je dirais, très fidèle les principes de l'urbanisme moderne, tels que Le Corbusier et d'autres ont aidé à le définir. Au sein de ce plan de Firminy-Vert, Le Corbusier réalise une maison de la culture, un stade, une église, ainsi qu'une unité d'habitation qui est un modèle qu'il a déjà expérimenté à Marseille et qui est destiné à être reproduit en plusieurs exemplaires. Et Firminy est un des 5 exemplaires que Le Corbusier va réaliser. Mais les grands ensembles ne vont pas être tous comme Firminy, ne vont pas être cette application assez généreuse parce que derrière il y a un maître d'ouvrage comme Claudius Petit qui porte vraiment le projet et la politique des grands ensembles va être essentiellement conduite de manière quantitative et non qualitative. Et donc les millions de logements qui sont construits en 20 ans vont à la fois avoir le triomphe du mouvement moderne et en même temps sa banalisation, son appauvrissement, à tel point que dès les années 60, on commence à rejeter cette architecture qui, de pionnière, est devenue triomphante. Parmi ceux qui réfléchissent à comment renouveler ce langage, sans renier les objectifs de départ, Jean Renaudy, justement, a une position extrêmement intéressante à Givors. La Cité des Étoiles est en fait une sorte de combinatoire à partir d'un triangle de base qui va permettre, par un jeu de combinaisons extrêmement complexe, d'obtenir des appartements tous différents. C'est une solution pour lutter contre la banalisation justement qu'a engendré les grands ensembles, ces bars, ces tours, toutes pareilles avec des appartements tous identiques. Il s'agit d'essayer de redonner sa place à l'individu au sein du collectif. Et cet enjeu-là, l'équilibre entre l'individuel et le collectif, qui est un thème qui est au cœur
des textes de Le Corbusier et de la pratique de ces architectes des utopies réalisées est vraiment un enjeu majeur du XXe siècle et reste un enjeu majeur du XXIe siècle au moment où on passe de quelques centaines de millions d'habitants sur la planète à quelques milliards. Donc la cité de Jean Renaudy à Givors est une première expérimentation et en même temps une première réaction à cette banalisation du mouvement moderne. Mais en même temps, il y a toujours chez Jean Renaudy et chez le maire Camille Valin la même volonté de changer la société par l'architecture et d'apporter à l'homme une autre dignité, une élévation personnelle par une qualité architecturale et urbaine.